Il a proposé la démarche par étapes, incluant le référendum, pour accéder à la souveraineté du Québec. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Morin. Bonjour. Cette victoire-là, dans votre comté, est-ce que ça a été une surprise pour vous et de voir que le PQ était porté au pouvoir aussi? À la fin, je pensais que j'allais gagner dans le comté parce que on était organisés, je vous l'ai dit, puis on faisait nous autres nos propres sondages. Puis c'était très simple. On faisait des sondages par boîte de scrutin parce que les frontières n'avaient pas changé. Et on avait des résultats pour l'année précédente, 1973, puis on faisait des sondages. Alors, s'il y avait 5 ou 6 ou 8 de plus dans nos sondages de PQ qu'il y en avait dans le résultat de l'élection de 1973, je savais qu'on gagnait. Donc, je pensais que j'allais gagner. On n'est jamais sûr, on ne sait jamais. Bon. Pour le PQ au pouvoir, ça, je ne m'y attendais pas. Vers la fin, on avait des bons sondages, mais attention, les sondages donnaient toujours 40-41 pour le PQ. Alors, puis 38, 39, 40 pour les libéraux, tu sais. Mais finalement, ça a fini 41 pour le PQ, puis 35 pour les libéraux, donc on a gagné. Mais ça on ne le savait pas. Il y avait l'Union nationale dans le décor. Il y avait l'Union nationale dans le décor de Rodrigue Biron, qui deviendra plus tard un des ministres du... oui, c'est ça. Ah oui, puis c'est ça. L'Union nationale avait, à l'époque, proclamé le libre choix de la langue, et les anglophones avaient voté pour l'Union nationale, ce qui avait enlevé des votes aux libéraux, parce que les libéraux ont massivement le vote anglophone d'habitude. Là, ils l'avaient perdu. Donc, ça a fait élire le PQ. En fait, ce qui a fait élire le PQ en 1976, c'est 3-4 facteurs qui ont tous joué leur rôle. Je ne sais pas quelle est l'importance relative de chacun, mais c'est, d'une part, on avait un bon programme de gouvernement, avec, par exemple, l'assurance auto, et puis la langue, puis le zonage agricole. Ça fait 4 ou 5 éléments qu'on avait choisis. Ensuite, il y avait que les libéraux ont perdu une partie de leur vote anglophone à l'Union nationale à cause de la promesse de l'Union nationale sur l'anglais. Ensuite, il y avait les scandales de Bourassa, réels, des fois exagérés, mais réels. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, le fait que maintenant, il y avait un référendum dans le programme du PQ. C'est-à-dire que s'il y avait manqué un des 4 éléments que je viens de dire, je ne pense pas que le PQ a été élu. Donc, il l'a été parce qu'il y a eu une convergence de facteurs favorables. Et quelques jours après, M. Lévesque forme son cabinet. Comment il vous a appris votre nomination? De façon très peu solennelle. On avait une réunion du conseil exécutif du PQ dont je faisais partie. Pas de ministre avait été nommé encore. C'était juste quelques jours après l'élection. C'était au Holiday Inn à Montréal, au 8e étage. Alors, mon d'ailleurs, pas dans le café, il vient me trouver, il dit « Il faut que je fasse le conseil des ministres. » Je vous le nomme tout de suite, là, vous le savez, il n'y aura pas de surprise, vous allez être ministre des Affaires intergouvernementales. Vous le dites à personne, votre boîte, parce que je n'ai pas encore nommé quiconque d'autre. Je suis en train de constituer ça là, avec mon équipe, mais vous, c'est réglé. Je voulais vous le dire pour que vous le sachiez. C'est comme ça. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et là, vous formez... puis, il s'est mis à parler d'autres choses. Et après votre assermentation, vous formez votre entourage et vous recrutez Louise Baudouin, qui deviendra plus tard ministre à son tour. Mais comme chef de cabinet, est-ce que déjà vous avez fait une répartition des dossiers, là? Bon. Alors, elle m'avait dit pendant la campagne électorale, si le PQ est élu et que tu deviens ministre, je vais être ton chef de cabinet. Je lui ai dit, bon, ben, d'accord. Mais je la connaissais depuis longtemps. Et puis, elle était présidente du PQ de la région de Québec. Et puis, on avait fait l'élection 73 aussi ensemble. Alors, répartition des tâches. Non, bien, comme ministre, j'étais responsable des affaires fédérales, provinciales et des affaires internationales, en somme, tout ce qui relève du ministère. Puis elle, ce qui l'intéressait plus, c'était les relations internationales, surtout les relations avec la France. Donc, elle s'est occupée de ça particulièrement, ce qui n'a pas enlevé du travail aux instances du ministère, là, mais c'était un peu ça la répartition.
Et très vite, il y a une conférence fédérale provinciale qui avait déjà été Il y avait une convoquée. conférence fédérale provinciale prévue pour les premiers ministres, précédée par une conférence des ministres des Finances. La première le 6 décembre, la deuxième le 13 décembre, si je me souviens bien. 76, juste après notre élection. C'était déjà prévu, c'était déjà au calendrier. Alors, Peut-être qu'il faut le réviser en arrivant à la table. ben, c'est-à-dire qu'il y avait une conférence des Finances, c'était Parizeau qui allait représenter le gouvernement. Et alors, j'ai décidé, en tant que ministre des Affaires intergouvernementales, dans un premier temps, d'aller, moi, représenter le gouvernement avec Parizeau. Et de prendre d'abord la parole, puis ensuite, Parizeau continuera la réunion. Et je leur ai fait un discours pour leur dire, écoutez, vous avez un nouveau gouvernement à Québec, nous avons un projet précis, nous sommes civilisés, il y a des choses à régler d'ici à ce qu'on arrive au référendum qu'on a promis. On va s'y mettre, on a des demandes, puis là, on avait des exigences particulières que Parizeau a développées par la suite. Et ce qui m'amusait, c'est que, comme sous-ministre, quand il y avait des réunions de fonctionnaires où je représentais le gouvernement du Québec, de Lesage, Lesage, mais aussi surtout de Johnson à Bertrand, de Bertrand à Bourassa, quand il y avait eu des changements de gouvernement, à un moment donné, quand Johnson est mort et que je représentais le gouvernement de Jean-Jacques Bertrand, bien, je disais, écoutez, depuis que je vous ai vu, notre premier ministre est mort, mais je suis encore là, je continue à représenter. Quand Bourassa est arrivé au pouvoir, j'ai dit, bien, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, il y a eu un changement de gouvernement, c'est maintenant M. Bourassa, et là, je représente au niveau des fonctionnaires le gouvernement du Québec. Ce qui écœurait les fédéraux, parce qu'ils me détestaient, puis ils s'attendaient toujours à ce que je finisse par disparaître. Alors, ma jouissance en 1976, c'était de dire, bon, bien, j'ai déjà représenté le gouvernement du Québec à plusieurs reprises, ceux qui, parmi vous, parmi les fonctionnaires, ils le savent. Bien, maintenant, c'est le titre de ministre, puis voilà, je vous salue tout le monde, puis je me moquais un peu d'eux. Il ne faut pas manquer l'occasion. Alors, oui, bon. Et ensuite, il y avait une conférence de premier ministre qui suivait la semaine d'après. Ça s'est bien passé. On avait des demandes. C'était le régime fiscal toujours qui était en discussion. C'était le problème du déséquilibre fiscal qui existe depuis toujours. Et là, je ne me souviens pas de l'ordre du jour, juste. Mais on est allé leur dire qu'on était sérieux. Quelques semaines plus tard, M. Lévesque va à New York, Oui. devant l'Economic Club, parler des raisons de l'indépendance du Québec. C'est un fiasco total. Est-ce que vous avez mal évalué votre histoire? Bien, je n'ai rien évalué du tout parce que, croyez-le ou non, je n'avais pas lu le discours de M. Lévesque avant qu'il aille à New York. J'étais du voyage. On ne partait pas dans le même avion, mais j'étais du voyage. Et la veille du discours, ou l'avant-veille, j'étais passé par son bureau parce que je me demandais ce qu'il allait dire. Et puis, il était en train d'écrire à la main. J'ai dit, coudonc, votre discours, là, c'est quoi? Ah, bien, je suis en train de le faire, là. Bien, je dis, dites-moi pas, c'est en 2 jours, puis il n'est pas fini. Il dit, non, puis il faut le traduire après. Mais M. Lévesque avait l'idée qu'il connaissait bien les Américains, puis qu'il était dans l'armée américaine et tout, donc il savait quoi leur dire. Puis il s'est servi de l'exemple de la guerre de sécession, puis de la guerre d'indépendance, d'une façon qu'il n'aurait pas fallu. Moi aussi, je connaissais les États-Unis, j'ai étudié 2 ans, là. Mais enfin, il n'y a pas eu besoin de mes lumières. Je sais qu'il était mécontent de son propre discours pour la suite. Et au printemps, au mois de mai, vous vous rendez en France, préparer la première visite de M. Lévesque. C'est ça. Comment les Français réagissaient à cette époque-là à votre projet? C'était Giscard d'Estaing qui était président et Chirac était maire de Paris. Alors, donc, je pense que c'était au mois de mai 1977. C'était la première visite officielle d'un ministre du gouvernement du Québec en France. Alors, j'allais surtout préparer la visite de M. Lévesque plus tard, cette année-là. J'ai été reçu admirablement. Ils étaient intéressés. Ils ne comprenaient pas très... D'abord, il faut que je dise une chose. On ne s'attendait pas au Québec que le PQ serait élu. Imaginez-vous que dans le reste du monde, ils ne s'y attendaient pas non plus. Alors, ça veut dire que en France, ils ne s'y attendaient pas, mais ils connaissaient quand même quelques personnes du PQ. Mais dans les autres pays, aux États-Unis, en URSS, mettez tout ce que vous voulez,
Là, il arrive un gouvernement sécessionniste au Québec. Qu'est-ce que c'est ce monde-là? Et puis, sécession, ça veut dire guerre civile. Alors, j'ai des centaines, des dizaines de demandes de rencontres de la part de diplomates étrangers, de ministres étrangers. Puis effectivement, je reçois un tas de monde qui se demandait, allez-vous avoir une politique de défense? Si jamais le Québec devient souverain, est-ce que vous allez des alliés aux Américains ou vous allez plutôt faire partie du pacte de Varsovie? Je ne sais pas si vous voyez le genre. Là. Tout ça, les gens ne connaissaient pas le PQ. Alors, la politique du gouvernement à l'époque, celle que moi, en tout cas, j'ai pratiquée pour moi-même, puis j'ai dit aux autres, écoutez, il ne s'agit pas d'entrer dans les détails, là, des détails de la politique étrangère du Québec souverain, on ne les connaît pas encore. Bon. Mais il s'agit que les autres gouvernements se rendent compte qu'on est civilisé, qu'on sait ce dont on parle, qu'on a déjà vu neiger et qu'on n'est pas c'est pas le Cuba du Nord. C'est pas que mes aventures accidentelles, c'est quelque chose de sérieux et qui va se faire sérieusement et correctement. Alors, ça a marché, ça a été l'image qu'on a projetée. Évidemment, quand il posait des questions trop pointues, allez-vous avoir une armée, etc., là, il fallait que j'improvise. Hein. C'était pas pour dire, écoutez, le programme du PQ, il dit des choses. Le programme du PQ concernant la politique étrangère d'un Québec souverain datait de 1970. Puis, il n'y avait jamais eu le temps, au cours des réunions, des congrès, de changer cette partie-là. Alors, moi, je ne vais pas trop porter attention, mais je découvre, quand je suis rendu ministre, qu'un Québec souverain va sortir de l'OTAN, va s'allier aux pays du tiers-monde. En tout cas, je crois qu'il y a un projet qui ne tient pas debout. Alors, imaginez-vous, j'ai été trouver l'évêque, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, pas question qu'on sorte de l'OTAN. Alors, finalement, on a tous les deux ensemble, et imaginez, pour l'instant, ce que serait la politique d'un Québec souverain, sans référer au parti, parce qu'il n'y a pas de congrès de prévu. Puis on ne pouvait pas répondre aux gens, écoutez, nous autres, on est un parti démocratique, on n'a rien prévu, nous autres, là, il y a quelque chose dans le programme. Bien, c'est ça. On sort de l'OTAN, on s'allie aux pays du tiers-monde, et puis on n'a pas d'armée. Et puis, on a fait rire de nous. Et, bon. Mais les Français, comment ils réagissaient, eux? Ah, eux autres étaient plus au courant. Ils se sont dit, vous déciderez ce que vous voudrez. Nous autres, quoi que vous décidiez, on va vous aider. C'est comme ça que ça a été la politique que Giscard d'Estaing m'a dite, que Chirac m'a dite aussi. Est-ce que là a commencé non-ingérence et non-indifférence? Non, ça, je pense que ça datait d'avant, ça. Ça datait de Perfit, ministre de l'Éducation, des années avant. Au fond, c'était la même politique. Il y avait des Français qui étaient très favorables à l'idée de souveraineté, pas la majorité, hein. Mais l'important, c'était que quoi qu'on décide, ils ne bloqueraient pas. Ils nous aideraient. D'ailleurs, je pense que je peux en mentionner tout de suite, une de mes inquiétudes par rapport au référendum qu'on était obligé de tenir parce qu'on l'avait malencontreusement promis, ce qui m'inquiétait, c'était l'attitude des Américains. Je me dis, s'il faut qu'ils viennent juste avant le référendum dire on est contre un Québec souverain, on ne reconnaîtra pas un Québec souverain, en somme, qui se prononce contre notre objectif, ça aurait pu être totalement dévastateur pour le résultat du référendum. Alors, ce que j'ai décidé dès ce moment-là, c'était de faire en sorte, par tous les moyens que je trouverais, que les Américains n'interviennent pas dans le débat. D'autant que je savais par mes sources qu'à Ottawa, ils souhaitaient que le gouvernement américain intervienne en prévision du référendum pour nous compliquer la vie. Alors, moi, je me suis donné comme priorité de neutraliser les Américains. Ça veut dire qu'à chaque fois que le consul américain voulait me parler, je disais oui. À chaque fois qu'il y avait un visiteur d'Ottawa, que ce soit son ambassadeur ou un Américain quelconque important ou des journalistes importants, j'ai accordé beaucoup d'importance aux États-Unis. J'ai fait plusieurs missions et conférences aux États-Unis, dans l'Ouest, dans l'Est, dans le Sud. On a lancé ce qu'on appelait l'Opération Amérique pour que... L'idée, c'était de... Et finalement, ça a marché. Et il y a eu une petite déclaration insignifiante du vice-président Mondale, je ne me souviens pas de la date avant le référendum, qu'il n'y a eu aucune espèce d'impact, mais il n'y a pas eu de déclaration, comme il y en a eu en 95, mais il n'y en a pas eu en 80.
Pendant ce temps-là, à Québec, il y avait les grandes réformes que vous aviez promis dans votre programme, entre autres la Charte de la langue française qu'a élaborée le docteur Lorrain. Vous n'étiez pas très enthousiaste au contenu de cette loi-là. Qu'est-ce qui vous rendait réticent? C'est-à-dire que l'évêque et moi et d'autres, on n'était pas très enthousiastes aux premières versions. Moi, j'étais très enthousiaste en faveur de la langue française. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai adhéré au PQ. Pour moi, c'est encore aujourd'hui un énorme problème et c'est essentiel. Bon. Donc, je ne pouvais pas être contre une législation concernant la langue française. Au contraire. Ce que je déplorais, c'est qu'on mettait dans la loi des choses qu'on savait illégales ou inacceptables en fonction de la Constitution canadienne. C'était vraiment une provocation. Il y avait un courant de pensée qui disait « On va écœurer les gens d'Ottawa, ils vont nous poursuivre devant les tribunaux, ça va choquer les gens, puis les gens vont nous appuyer. » Et le raisonnement de l'évêque et le mien, c'était « Si on se fait poursuivre partout, puis si on se fait critiquer partout, les gens vont dire « Quelle sorte de maudit gouvernement niaiseux qu'on est là, il fait exprès pour mettre des choses illégales dans son programme. » Vous voyez ce que je veux dire, là? Alors, moi j'étais contre les premières versions. Je n'étais pas contre la législation, pas du tout. Mais il y avait toujours l'aile des purs et durs au sein du PQ et du gouvernement. Est-ce que vos relations avec ce groupe-là se sont distancées à partir du débat sur la loi 101 ou ça c'était déjà en marche? Non, j'ai jamais eu de bonne relation avec l'aile pure et dure. Il faut dire que l'aile, ce qu'on appelle l'aile pure et dure, c'est celle qui ne voulait pas de référendum. C'est pas tellement la gauche. La gauche, ça ne m'a jamais tellement préoccupé. C'était ceux qui ne voulaient pas de référendum, qui ont continué avec la nostalgie de l'absence de référendum, si je peux m'exprimer ainsi, et qui ont toujours été opposés à moi. Des gens qui considèrent que l'évêque n'était pas assez souverainiste, vous voyez le genre. Là. Alors, puis moi, je n'étais pas un séparatiste acharné, genre aérienne. Et puis, à part ça, j'avais mon sens de l'humour. Je ne suis pas sûr que j'ai pas toujours été... pas sûr que des fois, je n'ai pas choqué des gens, peut-être sans le vouloir, des fois en le voulant. En tout cas, j'étais pas dans les grâces de ce qu'on appelle pur et dur. Justement, ils vous reprochaient... Pas à propos de la langue française, en général. Ces gens-là, à l'intérieur de votre parti, vous reprochaient de ne pas être un véritable souverainiste. Est-ce que ça vous agaçait, ça? Pas en tout, parce que je l'ai toujours dit, je n'étais pas un séparatiste dans le sens où j'étais en faveur de l'association, de la souveraineté association, dans le sens où il fallait que la population se prononce. En somme, dans le sens raisonnable du terme, je ne pouvais pas être genre aérienne 1960 ou 65. T'sais. Alors ça, j'étais pas ça et tout le monde le savait. Mais ce qu'on me reprochait aussi, et ça c'est très bizarre, on l'a même reproché à l'évêque, certains d'entre eux, pas beaucoup, c'était que je n'étais pas devenu souverainiste à la naissance. En d'autres termes, j'avais commis j'avais quelque chose dans mon curriculum vitae qui était absolument, pour certains, minoritaire, mais je le dis parce que ça fait partie de la vie. J'avais été sous-ministre de gouvernement fédéraliste, imaginez-vous. Et j'avais travaillé pour ces gouvernements-là. J'avais essayé de les aider. Bien, je comprends. Mais pour eux, là, rien qu'à penser que j'avais connu le sage, Jonathan Bertrand Bourassa, c'était suspect. Et l'évêque aussi était suspect du fait qu'il avait été ministre libéral, mais moins que moi. Et Parizeau, des fois... puis ensuite, j'avais un problème psychologique, pas moi, mais enfin, dans une certaine mesure aussi moi. C'est que ce que vous voulez, ça fait 8 ans et demi que je suis sous-ministre. J'ai appris bien des choses du gouvernement. Je connais les dossiers. Je suis membre de l'exécutif national du PQ. Je continue à suivre l'actualité fédérale, provinciale. J'arrive dans un parti où je suis bien obligé de reconnaître que je suis un de ceux qui connaît le mieux ce domaine-là. Mais il fallait, en vertu d'une sorte de démocratie égalitaire, que ce que je dise n'ait pas plus d'importance que ce que raconte quel jeune professeur de cégep ou représentant syndical de 29 ans qui n'a aucune expérience. Mais donc, nos deux opinions étaient sur le même pied. C'est arrivé à Parizeau aussi. Dans les mois qui ont précédé le référendum en mai 80, vous avez travaillé à la préparation de ce référendum-là, entre autres en travaillant sur la question référendaire. Quelle était votre proposition initiale?
C'est la question référendaire qu'on connaît aujourd'hui, là, celle qui est longue, celle de 80, j'entends, qui est longue, elle est longue d'une part parce que dans la loi qui a institué le référendum, il est écrit qu'il faut que la question tienne en une phrase. Donc, il y a bien des choses à dire. Il a fallu mettre des points-virgules, ce qui allonge la phrase, mais en réalité, c'est plusieurs phrases, mais ça a l'air. Je vous dis ça parce que c'est un détail qui explique comment ça se fait que notre question était si longue. Elle n'a pas besoin de l'être, mais il y a quelqu'un qui est allé dire qu'il fallait que la question référendaire tienne dans une phrase, dans la loi, puis bon, je ne veux pas porter attention à ça, personne d'ailleurs, puis on s'est trouvé pris avec 180. Bon. Deuxième chose que je veux dire, c'est que la question donc qu'on connaît aujourd'hui, c'est M. l'évêque lui-même qui y a mis la dernière main. C'est lui qui l'a rédigé. Donc, si vous me demandez qui est l'auteur de la question référendaire qu'on connaît, réponse, M. l'évêque. Si l'Assemblée nationale l'approuve, au cours du débat prévu pour la rentrée parlementaire, elle se lirait comme suit. Le gouvernement du Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver avec le reste du Canada à une nouvelle entente fondée sur le principe de l'égalité des peuples. Cette entente permettrait au Québec d'acquérir le pouvoir exclusif de faire ses lois, de percevoir ses impôts et d'établir ses relations extérieures, ce qui est la souveraineté, et en même temps de maintenir avec le Canada une association économique comportant l'utilisation de la même monnaie. Tout changement de statut politique résultant de ces négociations sera soumis à la population par référendum. En conséquence, accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l'entente proposée entre le Québec et le Canada. En répondant oui à cette question, les citoyens du Québec auront l'occasion de faire un pas décisif vers la prise en charge de leur avenir. Ce sera un grand pas en avant, comme l'est toujours, nécessairement, tout ce qui va dans le sens de la responsabilité et de la liberté. Par contre, c'est une chose que j'ai ajoutée, pendant les mois précédents le référendum, confidentiellement avec un groupe qui comprenait Louise Baudouin, ma directrice de cabinet, Daniel Latouche, Louis Bernard, et c'est ça. On a travaillé sur des projets de questions référendaires. On a pensé à un moment donné à une question à volet, par exemple. C'est-à-dire qu'on se rendait compte que si vous distinguez fédéralisme renouvelé, statu quo, souveraineté, association, puis séparation, ou des choses comme ça, là, vous pouviez, en regroupant les réponses, ramasser pas mal plus du côté de souveraineté, association que de n'importe laquelle des autres options. Puis c'est tout à fait légitime, parce que les gens parlaient du statu quo, ils parlaient du fédéralisme renouvelé, ils parlaient de la souveraineté, association. Donc, c'était 3 options. J'ai parlé de séparation, mais pas obligé de la mettre, celle-là. Elle pouvait être comprise dans souveraineté, association, selon certains. Mais ça n'a pas été retenu, parce que il fallait que cette question, c'est encore dans la loi, se termine par « êtes-vous oui ou non ». Qu'il y ait un oui ou non, à quoi il fallait répondre. Alors, il ne faut pas répondre oui ou non à une série de 3 volets. Donc, ça a été éliminé. Tout ça pour faire une histoire longue courte. Pendant plusieurs semaines, on a travaillé sur le référendum. Et un jour, l'idée nous est venue que si jamais le référendum gagnait, il y aurait un résultat qui serait exploité dans le sens lors des négociations qui suivraient. Puis ces négociations-là, parce qu'il fallait négocier quand même, on n'est pas sur la Lune, puis bon, ça donnerait un résultat. Et le résultat, il sera peut-être ce que veulent les gens, ou peut-être pas ce que veulent les gens. Donc, l'idée était est venue de consulter les gens sur le résultat du référendum. Résultat de la négociation post-référendaire. Donc, ça veut dire que quand on dit aux gens, vous allez répondre par référendum, c'est en faveur de la négociation de la souveraineté association, on peut leur dire en même temps, quand il y aura un résultat de cette négociation-là, vous serez reconsultés. D'où l'idée d'un deuxième référendum. Ça nous est venu. J'en ai parlé à l'évêque qui était tout à fait d'accord. Il était tellement d'accord, il voulait tellement que ça ne sorte pas,
qui m'a interdit d'en parler à d'autres ministres. Et il dit, c'est une idée, ça va rassurer encore les gens, et c'est normal qu'on les consulte sur le résultat de toutes nos négociations si on gagne le référendum. Une question nous sera posée ce printemps. Cette question est claire. Elle correspond à notre façon québécoise d'agir, d'évoluer et d'être. Elle avait même été envisagée par le chef actuel de l'opposition dans un éditorial du 29 décembre 1976. À l'époque, il la considérait en substance parfaitement plausible et correcte. Mais cette question nous oblige cependant à une chose que peut-être nous n'aimons pas beaucoup comme peuple, elle nous oblige à choisir. Par un oui, Madame le Président, nous déciderons solidairement de conserver l'avenir ouvert. Nous déciderons d'entreprendre la réalisation d'un souhait que nous nous sommes toujours exprimés entre nous à travers les partis, parfois malgré les partis, depuis des générations, celui de l'égalité. Par un oui, nous déciderons de continuer à nous battre pour nous faire respecter. Il nous donnera le droit, ce oui, d'entreprendre des négociations nous permettant d'acquérir la maîtrise politique de nos affaires tout en nous associant d'égal à égal. Il est facile d'ailleurs de pressentir qu'un oui, au-delà des modifications qu'il pourrait entraîner aux structures administratives ou politiques, sera un pas essentiel dans la voie de l'égalité. C'est tellement le cas que nos adversaires feront tout en leur pouvoir pour faire échec au oui. Leur attitude même nous démontre jusqu'à quel point un oui pourrait être puissant. Ils savent très bien que celui-ci deviendra un élément majeur de la dynamique de libération qui se manifeste au Québec depuis les années 60. Et les Canadiens anglais craignent un oui majoritaire des Québécois parce qu'ils savent qu'ils seraient obligés d'en tenir compte. Ils le disent parfois privément, mais ne se risquent plus à l'admettre publiquement. Le oui donnera un mandat de négocier une nouvelle entente fondée sur le principe de l'égalité des peuples. Mais ce oui ne règle pas tout. C'est un départ, non le terme d'un cheminement. Or, pour ce cheminement, le gouvernement a établi des balises très nettes. D'abord, nous maintenons notre engagement absolu. Ce sont les Québécois et les Québécoises qui détermineront leur avenir et non pas un groupe de ministres. Ensuite, concrètement, comme la question référendaire d'ailleurs le précise, il y aura un autre référendum après les négociations que permettra le oui du printemps qui vient. C'est ce second référendum qui fera, le cas échéant, que le Québec deviendra ou non une autre chose qu'une province sur 10. Bon. Alors, on a donc écrit une question et qui ressemble à celle qui est la finale aujourd'hui, mais dans laquelle l'évêque a ajouté des précisions sur les relations internationales, la fiscalité. Là, je ne l'ai pas devant moi, mais il a fait de la pédagogie, si vous voulez, dans la question, et ça l'a allongé. Disons, le cadre de la question, c'est celle-là qu'on a proposée, mais l'allongement, là, avec les explications sur la totalité des impôts et telle chose, ce qui est la souveraineté, puis l'association, ce qui est, c'est-à-dire rapport avec le reste du Canada, ce qui est l'association, ça y était pas, on n'aurait pas expliqué. Il a donc allongé la question. Mais techniquement, c'est lui qui l'a rédigé finalement, et moi, je l'ai entendu pour la première fois à l'Assemblée nationale quand il l'a lu. Avez-vous l'impression, a posteriori, que les Québécois ont voté sur le libellé de la question ou leur était faite sur oui ou non à la Oh, c'est ça. C'est bien beau, toutes ces nuances-là. Là. Ils ont voté, je dirais même pas sur le fond de la question, sur le fond de la question qu'ils ont imaginé à la question. Alors, ça voulait dire, au fond, oui ou non en faveur de l'indépendance du Québec. C'est ça, ça a été ça, je pense. Je ne me souviens pas qu'il y ait des sondages qui confirment ce que je suis en train de vous dire, mais mon sentiment est que les gens ne sont pas mis à examiner la question, de dire « Ah, je vais voter oui étant donné ça » ou « non étant donné ça ». Non, c'est plus simple que ça. Les gens ne font pas ces distinctions-là. Alors, ils ont voté oui ou non. Ils n'ont pas voté oui ou non au mandat de négocier, ils ont voté oui ou non sur le fond. Souveraineté association, non, trop compliqué. On continue la semaine prochaine, M. Morin. Merci.